Le FC Barcelone domine la Real Sociedad à Anoeta 1-4. Les 3 points étaient obligatoires et l'équipe l'a fait. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match d'hier soir, Real Sociedad contre FC Barcelone pour la seconde journée du championnat. Avant cela, je vais vous demander, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne et si vous appréciez les différentes vidéos que l'on sort, de mettre un petit like à la vidéo. Ça nous permet d'être d'abord encouragés, c'est très sympathique, ça nous donne du courage, et ça permet à la chaîne d'être encore mieux référencée et d'être plus nombreux à partager cette passion pour le FC Barcelone. Donc voilà, donc encore merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, après un match nul un petit peu compliqué contre le Rayo Vallecano, le FC Barcelone était dans l'obligation de ramener les 3 points, de gagner ce match sur un terrain difficile, au risque de laisser s'échapper encore une fois, comme la saison dernière, le Real Madrid à 5-6 points, l'Atlético de Madrid, Villarreal, enfin toutes les équipes rivales directes du Barça. Donc voilà, donc le piège était là, le piège était d'éviter aussi d'entrer dans une dynamique négative avec un nul puis une défaite, ainsi de suite. Donc le projet Xavi, je ne vais pas dire qu'il était en risque, mais il aurait mal démarré et ça aurait certainement engendré une mini-crise. Déjà compte tenu du fait que les recrutements et les sorties sont un sujet un petit peu complexe. Les finances du club sont scrutées de manière extrêmement minutieuse et donc on a investi énormément, on attend donc des résultats, ce qui est normal. Le public l'attend, le club l'attend et l'ensemble des observateurs aussi. Donc la victoire était obligatoire. Alors, avant de commenter le match, on va regarder un petit peu la compo que Xavi a décidé de mettre en place, qui a déjà fait parler un petit peu dès le départ. Donc, dans les buts, Ter Stegen. Alors, il a décidé finalement de partir avec une défense à 3, donc avec Araujo, Christensen et Garcia, et avec un Alejandro Balde qui jouait plutôt avancé. Il était une sorte finalement de piston gauche, plus proche finalement de la zone d'attaque que de la zone de défense. Mais il occupait un peu l'ensemble du côté gauche. Au milieu de terrain, en l'absence de Busquets, il a pris l'option de mettre De Jong, accompagné de Gavi et de Pedri. Alors, De Jong, on l'avait déjà vu venir, hein, on savait qu'il serait titulaire. Compte tenu de son excellente entrée lors du match contre le Rayo Vallecano, on sentait bien que c'était l'un des joueurs les plus en forme. Il a très certainement fait aussi une très bonne semaine d'entraînement et il est sur le terrain. Petite parenthèse concernant la compo, j'ai effectivement entendu, et lu des critiques sur bah oui, mais De Jong a été un petit peu moins bon, il a perdu un ballon qui a coûté un but. Ah bah oui, mais pourquoi avoir mis Gavi alors qu'etc. Je pense que Xavi fait ce qu'on demande à tout entraîneur de faire, c'est-à-dire de mettre en place une certaine méritocratie. Il en a parlé dès le départ. Les joueurs qui sont en forme et qui font un bon entraînement au courant de la semaine, enfin une semaine en entraînement qui est de qualité, vont être récompensés avec une titularisation en fin de semaine. Et ça, c'est vrai dans tous les clubs où il n'y a pas, entre guillemets, du copinage ou du favoritisme. Raison pour laquelle on a un De Jong sur le terrain. Son entrée de la semaine dernière était tout simplement, voilà, c'était clair hein, qu'il était important, surtout en l'absence de Busquets. Ça, c'est aussi pour moi la raison pour laquelle un Ferran Torres était sur le terrain, parce que je pense qu'il a été très très bon à l'entraînement et ça fait très longtemps, c'est l'un des seuls joueurs qui n'a absolument pas joué une seule minute hein, en pré-saison ou quoi que ce soit. Donc il était présent sur le terrain. Gavi est toujours présent parce que, à mon avis, il est beaucoup plus impactant qu'un Kessié
ou un autre milieu de terrain auquel on pourrait penser. Ce n'est pas que, je pense pas que Xavi ait des préférences, c'est pas vrai. Euh, je continue cette parenthèse avant de revenir à la compo. Je ne pense pas que Xavi ait des préférences. La preuve en est, tous ses copains, que ce soit Jordi Alba, que ce soit Gérard Piqué ou même Sergi Roberto, qui sont des gens de la maison, qui sont ses proches, entre guillemets, n'étaient pas sur le terrain, n'étaient pas titulaires dans un match aussi important. Ça veut bien dire qu'il fait des choix. Et il fait même des choix forts. Mettre Baldé à la place de Jordi Alba, le gamin, je sais pas si vous voyez le message que ça envoie quand même à Jordi Alba, connaissant le caractère de Jordi Alba en plus. Donc voilà. Donc cette critique que l'on fait à Xavi, à savoir il n'ose pas, etc. Là, il vient de le démontrer. C'est un des matchs les plus importants de ce début de saison. Victoire obligatoire. Il va se faire complètement attaquer s'il n'y a pas les 3 points au bout, et pourtant il prend ces décisions-là, qui sont des décisions fortes, ce ne sont pas des coups de tête. Il sait très bien quelle équipe il aligne, et il faut lui faire confiance de ce point de vue-là. Voilà, fermez la parenthèse. Donc, en attaque, il a décidé, donc, du coup, d'aligner Lewandowski et Dembélé, ça on le savait, ce sont les joueurs qui sont en forme, qui sont, pour moi, titulaires quasiment indiscutables. On peut tourner entre Dembélé et Rafinha, mais vu la prestation de Rafinha lors du dernier match, il était certain que Dembélé allait être présent. C'est aussi simple que ça, on a beau tourner la tête, et lorsque Rafinha sera bien meilleur que Dembélé, ben, Rafinha sera titulaire, ou les deux seront titulaires, et Dembélé ira sur le banc. Ils ne sont pas en concurrence, ils jouent dans la même équipe, et il y a tellement de matchs et de compétitions à venir que les deux nous seront extrêmement utiles. Et enfin, le troisième larron de l'attaque, c'était effectivement Ferran Torres, pour des raisons tactiques, tout simplement, avec un Baldé qui allait prendre le couloir et monter, jouer quasiment en ailier, et donc il avait besoin d'un attaquant qui soit un peu plus proche de Lewandowski pour combiner ce que fait très bien Ferran Torres, pour apporter un appui. Ça aurait pu être Ansu Fati, et je pense que là il y a une question tout simplement de certainement pas médicale, mais de conditions physiques. Il est probable qu'Ansu Fati ne soit pas encore capable de faire 90 minutes, et la suite nous prouve qu'il a raison. Enfin, les changements de Xavi étaient certainement très bien opérés, puisque ça a apporté la victoire. Donc voilà pour la compo du FC Barcelone pour ce match. On passe au stats général. Donc possession 58,7, donc quasiment 59% de possession pour le Barça, 41% pour la Real Sociedad. Je vous rappelle que lors des précédents matchs, c'était très disputé, voire même la Real Sociedad gagnait la bataille de la possession, et donc nous faisait énormément mal, et c'était une de mes craintes en réalité. Donc ça veut dire que le match finalement a été relativement maîtrisé dans son ensemble. Voilà, nombre de tirs 15 pour le Barça, 10 pour la Real, à peu près. Oui, ça reflète un petit peu ce qui s'est passé sur le match, surtout en seconde période. Le Barça a été beaucoup plus dangereux. Tir cadré, 7 pour le Barça, 5 pour la Real. Donc voilà. Donc on a effectivement un match qui était relativement équilibré, avec un avantage pour le Barça, qui a été plus dangereux, qui a réussi à prendre la mesure de la Real en seconde partie, mais on va en parler tout de suite. Alors, pour avoir une opinion complètement objective de ce match, il faut savoir sur quel terrain on joue et contre quel adversaire on joue. La Real Sociedad d'Imanol est une des équipes les mieux préparées de la Liga, une des équipes les plus dangereuses, une des équipes les plus talentueuses de la Liga. Donc, penser que le Barça allait arriver et dominer la Real avec une possession à 80%, ne subir aucune contre-attaque, aucune pression, ne concéder aucune occasion et maîtriser complètement le match et faire des triangles et marquer 5 buts, c'était complètement irrationnel. Donc voilà, c'est juste pour dire que quand je lis certains commentaires qui disent que voilà, par exemple, que Ter Stegen a été déterminant, bah, encore heureux. Et, il a été signé pour ça. C'est un gardien qu'on a pris pour faire des arrêts contre des équipes dangereuses, avec des joueurs qui sont extrêmement forts, qui vont vite comme Isaac,
avec des joueurs qui sont très très doués, comme David Silva. Donc voilà, donc en face, il y a une équipe qui tient la route et pas qu'un peu. Donc c'est tout à fait normal que Ter Stegen ait eu à faire 2 voire 3 arrêts, mais 2 arrêts réellement extrêmement importants pour maintenir l'équipe à flot. Ce serait contre le Rayo ou une autre équipe de bas de tableau et Ter Stegen aurait à s'employer pour sortir des parades extraordinaires. Là, je serais, voilà, je serais plus mitigé. Je me dirais, voilà, ce n'est pas tout à fait normal, puisqu'en face, on n'a pas des foudres de guerre. Là, cette équipe-là, on la connaît. Hein, on a eu énormément de mal pendant plusieurs saisons, et toutes les équipes de Liga ont énormément de mal contre la Real Sociedad. Elle sait à quoi elle joue, c'est tout à fait normal qu'elle porte le danger. Et c'est pour ça qu'on a un gardien de qualité. Demandez au Real si Thibaut Courtois n'a pas été important ou n'est pas important dans la conquête des titres du Real. Il est fondamental. Et c'est tout à fait normal qu'on ait un gardien comme Ter Stegen qui fasse des grands arrêts, parce que c'est ce qu'on lui demande de faire. Donc il fait partie des 11. Hein, si pour les gens, un match complètement maîtrisé, c'est un match où Ter Stegen ne fait aucun arrêt, bon bah ça n'arrivera pas contre le Bayern, ça n'arrivera pas contre Liverpool, il va devoir s'employer. Et la Real est une très grande équipe, je le répète encore une fois. Donc voilà. Donc ce match effectivement a démarré très très vite. On parlait d'intensité, on voulait que le Barça soit intense, mais en fait en face ils étaient encore plus préparés et ils sont arrivés avec tout. Ce qui a causé un petit peu le contre, mené d'abord par une action géniale de Pedri qui se sort du pressing de la Real tout seul entre 3 joueurs, qui la donne à Baldé, Baldé qui fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire, et c'est pour cela que ce petit-là doit être, à mon avis, pas titulaire tout le temps, mais doit réellement concurrencer Jordi Alba pour cette première saison, au moins à hauteur de 40-60, quoi. Et il doit jouer une bonne partie des matchs. Il est encore tout jeune, il faut le préserver. Hein. Il va avoir des matchs où il va se trouver, hein, c'est clair, hein, il ne faudra pas lui tomber dessus, mais il doit réellement bien concurrencer. Il fait ce que Jordi Alba n'aurait probablement pas fait. Jordi Alba se serait arrêté, aurait mis le ballon en arrière, aurait centré sans regarder. Lui, il a une pêche pas possible, il l'a démontré pendant tout le match. Il fait le déboulé, il centre et Lewandowski ouvre son compteur de but. Et ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Malheureusement derrière, perte de balle de Frenkie de Jong, qui fait du Frenkie de Jong en fait. Hein. Il essaie de retenir le ballon, il fait des feintes généralement pour se dégager de son pressing et ensuite pour pouvoir casser des lignes. Bon, mais quelquefois, on sent que Frenkie de Jong est aussi parfois un petit peu trop gentil. Voilà, jamais il ne doit laisser Kubo lui prendre le ballon. Il doit réagir, il ne doit pas attendre que l'arbitre siffle. Ce n'est pas normal, ce n'est pas digne effectivement d'un joueur de première division. On ne laisse pas comme ça en levant la main en disant bah ouais mais monsieur l'arbitre sifflez, ça tu fais ça quand t'es en phase d'attaque, quand t'es à 80 mètres de ton but, mais quand t'es à 30 mètres c'est pas normal. Donc il aurait dû être plus réactif. Bon bah, c'est une erreur, mais voilà, c'est pas encore une fois il n'a pas l'habitude de remplacer Busquets entre guillemets comme ça, et il va encore en commettre d'autres des erreurs, mais il a fait aussi de très bonnes choses pendant le match. Donc la Real égalise, effectivement, sur un coup de billard aussi extrêmement chanceux, puisque Eric Garcia fait un très bon retour. Mais bon, bah, ça arrive. C'est vraiment un but extrêmement chanceux, il faut bien le dire. Hein. Normalement, Isaac ne récupère pas le ballon par miracle, il n'y a pas un contre par miracle, il lobe par miracle Ter Stegen. Bon bref, là c'est quand même un concours de circonstances extraordinaire. Toujours est-il qu'effectivement, le Barça se voit égaliser très rapidement. Ça aurait pu donner un petit coup au moral, mais finalement l'équipe est restée mobilisée, a subi des vagues, a subi des pressions, a continué à résister, et c'est là où, pour moi, des joueurs comme Pedri en numéro 1, qui pour moi est un peu l'homme du match du Barça, même si ça va être Lewandowski, mais c'est un peu l'homme du match parce que ce qu'il fait au milieu de terrain, son tempo, sa capacité à poser le jeu, à éclaircir le jeu, à trouver des passes, c'est vraiment extraordinaire.
Et pour moi, il a vraiment été le régulateur de cette équipe du Barça, que ça a permis au Barça de supporter cette pression-là. Avec un Gavi qui est toujours aussi combatif, qui se jette un peu dans tous les sens, qui est certainement très jeune, mais je pense que cette fougue-là, c'est la raison pour laquelle notre ami Xavi le met de préférence à un Kessié ou à un Sergio Roberto ou même à un De Jong à ce poste-là, parce que il a cette combativité sans cesse. Il fait vraiment beaucoup de travail de l'ombre, quoi. Et on ne lui reconnaît pas assez ce boulot-là. Il gêne énormément, il revient, c'est vraiment une épine dans le pied du milieu adverse. Et ça, c'est un job que Xavi lui demande et qui fait bien, et c'est la raison pour laquelle Xavi le laisse sur le terrain. Donc la première mi-temps a été, je pense, dans sa globalité, maîtrisée, parce que, encore une fois, on n'est pas la seule équipe sur le terrain. En face, il y a une équipe qui souhaite jouer, ils sont chez eux, ils sont poussés par le public, et donc ils font des efforts et ils jouent très bien. On a réussi malgré tout à les contenir, avec quelques arrêts de Ter Stegen, c'est vrai, mais avec surtout un énorme Christensen. Je voulais en parler aussi, parce que ce joueur-là ne fait pas beaucoup de bruit, mais qu'est-ce qu'il fait du bien à la défense? Qu'est-ce qui fait du bien à la défense? Pour moi, il est défenseur numéro 1 en termes d'efficacité, même devant Araujo pour le moment. Il faut dire aussi qu'Araujo joue souvent latéral droit en ce moment, mais Christensen est extrêmement propre dans la relance, dans la sortie de balle, dans les interventions dans la surface, etc., etc. Il mérite qu'on parle un petit peu plus de lui, parce que c'est la recrue qui va bien hein, cette saison. Il nous fait beaucoup de bien dans la défense. J'ai hâte de voir son association avec Koundé. Ça risque vraiment d'être super intéressant. Et à Araujo, Koundé aussi. Hein. Donc on risque d'avoir une défense. Vous voyez, les chantiers ne sont pas encore terminés. On risque d'avoir vraiment une très très belle défense cette saison. Donc voilà. Tout cela va nous amener donc à la seconde mi-temps où, grâce un petit peu à la maîtrise du Barça, en tout cas la capacité à éviter que la Real Sociedad ne soit trop offensive, concéder quelques occasions, mais pas tant que ça finalement. Je pense que la Real Sociedad, en revenant à la seconde mi-temps, a baissé un petit peu de tempo. Ils ont tout donné dans la première mi-temps. Et ça, c'était un plan bien exécuté et bien réfléchi de la part de Xavi. Ils ont tout donné pendant la première mi-temps. Ils ont aussi dû supporter le pressing haut, Baldé qui était tout le temps présent, Dembélé qui tentait, Pedri qui a trouvé plusieurs décalages à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose qui les a aussi pas mal fatigués. Et en seconde mi-temps, on sentait bien qu'ils étaient beaucoup moins présents, même physiquement, contre le Barça. Très beau but d'Ousmane Dembélé sur une passe de Ansu Fati. Alors l'entrée de Ansu Fati et de Rafinha sont aussi, je pense pour moi, le signe de ce que Xavi veut mettre en place dans ce Barça. Dans ce Barça, on a une vingtaine de joueurs qui sont tous potentiellement titulaires. Voilà. C'est ce que je me disais quand les recrutements étaient faits. Je me disais, ce que cherche à faire Xavi, c'est d'avoir les postes doublés, voire triplés, et avec une équipe qui ne baisse pas de qualité quand on fait les changements, voire qui augmente la qualité en fonction des circonstances. Lorsque Rafinha et Ansu Fati entrent, ils ne baissent pas du tout le niveau de qualité, et on sent bien que ça inquiète énormément l'équipe en face. Hein. Rafinha n'est pas en concurrence avec Dembélé, Ansu Fati n'est pas en concurrence avec Ferran Torres. Quand l'un est un petit peu moins bien et qui démarre la partie, l'autre prend le relais et redonne un coup de collier. Ainsi de suite. On est vraiment dans une dynamique de groupe. Il ne faut pas se dire, oui, mais tiens, elle aurait dû mettre au lit. Tout le monde va jouer, je pense, un nombre de minutes à peu près équivalent. Et Ferran Torres va jouer des matchs importants. Il sera important à un moment donné de la saison. Il mettra des buts et on sera bien content de l'avoir. D'autant plus que, manifestement, Aubameyang et Depay vont très certainement s'en aller. Donc on a besoin de ces joueurs-là. Donc,
Très beau décalage de Ansu Fati pour Ousmane Dembélé, hein, le fameux Ousmane Dembélé qui avait mis un ballon dans les nuages en première mi-temps. Ben là, il ajuste très très bien du gauche, encore une fois. Il fait des choses, parfois les choses les plus difficiles, et il les réussit, les choses les plus simples. Bon, voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec, ça fait partie de son pédigré, il est comme ça, et il faudra faire avec. Toujours est-il qu'il continue à être décisif avec ce but qui nous délivre quelque part, parce qu'on a 1-1, le match peut basculer dans les deux sens, et lui, le fait de marquer le 1-2, il est encore une fois décisif, comme il l'était en pré-saison. Donc très bien Dembouz, on continue comme ça. Derrière, les choses sont beaucoup plus faciles. Le show Lewandowski qui continue, parce que Lewandowski, il faut en parler aussi un petit peu, il commence petit à petit à s'adapter à cette équipe, il commence à comprendre ses coéquipiers. On sent c'est un leader naturel sur le terrain, clairement devant, c'est lui qui dirige, il demande, il reçoit le ballon dos au but, il le redistribue, il est très fort dans des petits espaces, je pensais pas qu'il était aussi fort. Au Bayern, je pensais qu'il était très fort parce qu'ils se connaissaient très bien, ça faisait des années qu'ils jouaient ensemble avec Müller et compagnie, mais là on sent déjà que ces affinités sont en train de se mettre en place. Et les petits décalages qu'il fait pour Pedri, les petits décalages qu'il fait pour Ansu Fati, c'est vraiment très très beau. Et donc voilà, dans Lewandowski qui marque effectivement son second but à la 69e, et derrière, Ansu Fati, bah que dire, hein. Alors on a envie de dire Ansu Fati doit être titulaire, mais à ce moment-là, on fait comment? On met Rafinha tout le temps sur le banc, est-ce qu'il est prêt physiquement? Il revient de blessure aussi, donc est-ce qu'il est prêt à jouer 90 minutes? Non, ça va prendre du temps, là, il est aussi très jeune, donc il faut laisser le temps à cette équipe de mûrir, de prendre en maturité, d'intégrer les schémas de jeu. Ça va prendre du temps. J'entendais Xavi, lors de sa dernière conférence de presse, dire que il n'y allait plus avoir beaucoup d'entraînement de la première équipe, en parlant de Pablo Torres, justement, en disant oui, ben, il va peut-être pas pouvoir intégrer les entraînements de la première équipe, parce que désormais, on va commencer à jouer tous les 3 jours, il y aura beaucoup moins d'entraînement, il y aura beaucoup de matchs, et ce sera essentiellement des séances de repos, de régénération, et on va moins s'entraîner. Donc on va avoir moins de temps de peaufiner le schéma tactique, les petites associations et tout ça. Donc là, ils vont entrer dans une dynamique de on va, par l'expérience, apprendre à se connaître, on va jouer tous les 3 jours, et forcément, à un moment donné, on va mieux se connaître. Il va falloir être patient avec cette équipe. Il y aura des matchs qui seront un petit peu moins bons, parce que ça n'aura pas été préparé. Le match contre la Real Sociedad a été très bien préparé, ça se sent, et c'est la raison pour laquelle il a fait ses changements tactiques, et pendant le match aussi. Le match contre le Rayo, il y a eu un rideau de fer qui a été posé, c'est plus difficile d'ouvrir le score. Mais il faut faire confiance au process, hein, comme on dit, et laisser Xavi avancer et faire son bout de chemin avec l'équipe. En tous les cas, une victoire extrêmement importante, une belle victoire en plus avec 4 buts, un seul but encaissé par une équipe qui, en général, comme je vous le dis, donne beaucoup de mal au Barça et à toutes les équipes de Liga. Moi, je pense que le contrat a été rempli et qu'il faut être positif. Il faut voir les choses de façon positive. L'équipe est en train de se construire. Le coach les a eus pour la première fois en pré-saison. Donc il est en train d'apprendre aussi à les connaître. Et le résultat, ce ne sera jamais le Barça de Guardiola, ce sera le Barça de Xavi. Mais qui sait, il sera peut-être meilleur hein, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc il ne faut pas du tout tout de suite commencer à faire des comparaisons dès la seconde journée ou de la première journée en disant voilà, mais non, finalement rien n'a changé, on n'y arrive pas. Voilà, les premières journées du Barça de Pep, de mémoire, c'était aussi une défaite, un nul. Hein. Donc vous imaginez si on avait commencé à le critiquer et à lui dire de quitter le banc tout de suite, on n'aurait pas eu cette fameuse saga. Donc il faut laisser le temps au process. Donc victoire du Barça qui du coup ramène les 3 points d'un terrain extrêmement difficile et qui donne de la confiance pour la suite. Merci à vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.